que par conséquent, il tenait des bagailles pour y ça de nous. Donc, qui ça tenait pour dire nous exactement? Moi, ni pour dire autres exactement, mais là, bonjour, que faut que nous faisions nous réellement pays. Que faut que nous tournions page d'art. Faut que nous tournions en page sérieux, en page qui est pas bénéfique à nos pièces, mais là. Faut que ça que si je dis à mon cas militer, si je dis à mon cas prendre des risques, mon cas badi, sayoni, c'est pour Ishnou, c'est pour avenir, ça nous aimons, pour avenir tout. Je dis, c'est pas, nous pas demander diria, que vous baissez prix diria, nous pas demander, vous mettez lui là à 2 euros, à 5 euros, nous pas demander baisser pièce prix, nous pas demander simplement que les choses changent. Parce que ça qui est là, très grave, mais là, ils ont empoisonné nous. Mandez la Volga sur les 50 pages géométriques. Moi, vivre des bains dans la vie, moi, qui permettent moi d'être hypersensible à la population, moi. Oui, depuis Cyclone David jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais arrêté d'observer ce qu'a fait en pays, moi. Moi, fait partie dans les années 90 des 4000 jeunes qui sont partis chaque année vers pays Mounor. Mais moi, viré par rapport à ce qu'a fait, par rapport au fait que des certains bagailles qui étaient pour vendre, quand le dernier ticket la famille m'a été possédé, mais moi viré pour sauver ça et puis pour moi replacer comme un tiers pays, moi payer ça vivre l'épisode. Donc, si je dis à moi les parler, c'est parce que moi malade. Oui, moi malade. Maladie moi qui a venu dire empoisonnement là, moi sûr et certain. En tant que monde qui tenait toute santé, toute belle. Et depuis, ça a rongé moi petit à petit. Moi été 4 ans carré comme ça. Pèse docteur en pays n'a pas trouvé sa monnaie. Donc, il faut que ça vaut aussi que toute médecine pays a participé à problème là. Que moi, pour moi-même, c'est un crime colonial qu'il a. Que c'est pas normal que mon cas souffre en pays et puis on pas arriver à trouver sa yoni. Que faut que moi t'es parti là-bas pour 4 ans contre 2 jours, en 48 heures, il y a moi un diagnostic. Et il a proposé moi un traitement. En 48 heures, il dit mais ça m'en est. Et il a juste demandé moi comment il m'a fait analyser ou pas ça. Comment il m'a fait IRM et pas ça. Que ça pas normal. Donc moi là si je te parle quoi, écoutez ça Tibrin. Alors à propos de ta maladie, oui. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Concrètement, je trouve d'une maladie auto-immune. C'est la spondylarthrite ankylosante. C'est une maladie, comme on le sait, qui commence par les intestins, par une perforation des intestins, et donc après une inflammation de toute la colonne. Donc c'est une maladie qui vient automatiquement d'un empoisonnement. Voilà. Et cette maladie, apparemment, on n'en guérit pas. Donc je me soigne comme je peux, je lutte avec, il faut tous les jours être en action, il faut tous les jours se bouger, il ne faut pas rester sur place. Et oui, donc mon combat, il sera jusqu'à ma mort. Ça a commencé quand? Ben, ça a commencé, j'ai eu ma crise en 2014, mais depuis, on va dire, mes 18 ans, je commençais déjà à avoir des signes, des douleurs au dos qui ne duraient pas longtemps et qui réapparaissaient, on va dire, tous les 3 ans. Et ça se rapprochait au fur et à mesure. Donc je ne comprenais pas ça. Je mettais ça sur le dos d'efforts, des petits jobs que je faisais, des choses que je portais, des choses lourdes et tout. Mais voilà quoi. On en est là aujourd'hui. Je comprends que cette maladie, dont on dit que c'est une maladie silencieuse, mais elle m'a rattrapé là aujourd'hui. Elle m'a rattrapé et elle est là dans ma vie. Et d'après mon enquête, je ne suis pas le seul. Parce que le traitement qu'ils m'ont proposé, il y en a beaucoup qui l'utilisent ici, ce traitement. Donc, la spondylarthrite ankylosante, beaucoup de Martiniquais font face à cette maladie. Beaucoup de Martiniquais en souffrent. Quels sont les rapports faits par les docteurs qui t'ont consulté par rapport à cette maladie? Comment ils ont réagi par rapport à ce qu'ils ont découvert? Ben écoutez, déjà en Martinique, j'ai vu plusieurs médecins. Mon propre médecin traitant, au début, me disait que c'était dans ma tête. Par rapport, il n'y avait que de l'inflammation sur mes analyses. Donc, il m'a fait comprendre que c'était dans ma tête. Moi, j'étais bien d'accord, ça m'arrangeait, parce que je me suis dit, tiens, si c'est psychologique, c'est à moi de me remettre en chemin, quoi. Et pourtant, non. Ça a persisté jusqu'à de la raideur au niveau de la colonne, raideur au niveau de tout mon cou.
du bas du dos jusqu'au cou, jusqu'à ce que je n'en peux plus. 4 ans, j'avais une épicerie, j'avais un snack, donc j'avais un boulot, j'ai dû mettre les clés sous la table, sous la porte plutôt. Donc je n'ai pas pu continuer. Ma vie, c'est un véritable cauchemar, impossible de dormir, impossible de m'allonger, voilà. Donc finalement, mes enfants ont réussi à me faire comprendre qu'il fallait que je parte. Parce que je ne voulais plus remettre les pieds là-bas en métropole où j'ai vécu longtemps pourtant, mais je suis parti là-bas et en 48 heures, les médecins ont découvert, m'ont dit ce que j'avais. En 48 heures, contre 4 ans en Martinique. Donc je plains beaucoup de mes amis martiniquais, beaucoup de mes frères, beaucoup d'enfants ici à l'heure actuelle qui sont dans l'errance totale concernant leur santé. Et oui, il faut qu'on en parle. Ici, il y a un grave problème médical, un grave problème au niveau de la prise en charge des patients. Donc, ce qui n'est pas normal. Comment est-ce que des médecins peuvent se permettre de passer à côté de choses comme ça? Comment est-ce qu'ils peuvent ne pas être capables de lire un IRM, qu'ils ne soient pas capables de lire correctement des analyses sanguines? Qu'est-ce qui se passe? Quel genre de médecins nous avons ici? À quel moment, bon, je reviens un petit peu sur les antécédents. De manière environnementale, est-ce que tu as eu un contact plus ou moins, parce que là, on est en train de rechercher les causes à effet par rapport au chlordécone. As-tu un moment ou un autre de ta vie été en contact avec cette molécule ou avec un environnement où cette molécule avait été dispersée? Ah, tout à fait, tout à fait. Mais écoutez, c'est pas difficile. Quand j'étais tout jeune, préadolescent et même adolescent, je passais toutes mes vacances scolaires avec mon père au Saint-Esprit. On vivait au milieu d'un champ de bananes, dans une petite baraque sans eau, bien sûr, sans électricité, puisque c'est un terrain agricole, avec la rivière en contrebas dans laquelle je m'amusais, je me baignais, avec en face, de l'autre côté du chemin, une sika, on appelait ça une sika, où ils traitaient la banane pour la conditionner. Donc c'était là mon terrain de jeu. C'est là que je passais les journées, voilà. Donc dans le champ de bananes, entre le champ de bananes et l'usine, et voilà. C'est là que je m'amusais, voilà. Donc cette rivière, cette fameuse rivière dans laquelle je lançais mes petits bateaux, dans laquelle je pataugeais, ben oui, c'était ça. C'était ça, pendant des mois, les grandes vacances. C'était là que je passais mon temps. Donc... Mais justement, alors, dans cette rivière où tu allais, il y avait d'autres personnes avec qui tu jouais? Ou est-ce que le plus souvent tu étais seul? Il y avait d'autres personnes avec toi? Le plus souvent j'étais seul parce que j'y allais de temps en temps avec mes frères, mais apparemment j'étais le seul qui aimait une ambiance campagne, qui aimait voilà quoi, ce petit retrait de la ville. Donc j'étais souvent seul avec mon père là, qui est mort lui d'un cancer. Donc voilà. Ton père est mort de cancer? Oui. Il vivait dans cet environnement? Oui. Cancer de la gorge. Il est mort à quel âge si c'est pas... Mais mon père est mort, il n'avait pas 70 ans, il avait 60 et quelques, oui, 67 ans. Ok. Et comment ça s'est vécu? Enfin, je veux dire, au moment de sa mort, je suppose que ça a eu des conséquences sur la famille. Ben écoutez, bon, mon père était déjà isolé quelque part, puisque bon, mes parents étaient divorcés. De ses enfants, j'étais plus ou moins le seul à avoir gardé un contact avec lui. J'étais en France quand j'ai appris sa mort. Bon, un peu avant ça, j'étais venu en Martinique. Je l'avais plus ou moins kidnappé de l'hospice Maventura où il le traitait, il s'en occupait. Donc j'étais parti avec lui faire un petit tour de l'île pour qu'il voit un petit peu, qu'il prenne l'air un peu. Et je lui avais promis de revenir le chercher. Et voilà, quoi. On ne s'est jamais revu. Donc, quelque part, familialement, ne serait-ce qu'à ton niveau et au niveau de ton père, vous avez beaucoup fréquenté l'environnement au Saint-Esprit au niveau de la SICA. Oui, puisque effectivement, quand ces produits-là étaient dispersés dans les plantations, et automatiquement avec le système
au moment des pluies, avec le système de drainage, ça descendait automatiquement dans les rivières. Automatiquement. Ouais. Et je crois qu'en ce temps-là, même au niveau, dans ce coin-là, il y avait des petites sources, où les gens consommaient ces eaux-là. Exactement. Et je peux même vous dire qu'on se lavait même avec l'eau de pluie, que mon père récupérait dans des espèces de gros fûts. Mais avec l'épandage, de temps en temps, il y avait de l'épandage, donc évidemment nos toitures, enfin la toiture était imbibée d'huile, il y avait tous les produits qui étaient dessus, donc ils retombaient effectivement dans les fûts. Et c'est avec cette eau qu'on se lavait. Et qu'est-ce qui est devenu des personnes qui habitaient aux alentours de ton père, en fait, le voisinage? Ben, il n'y avait pas grand monde autour. Il n'y avait pas grand monde. On était quasiment, comme je veux dire, on était dans le champ. Les voisins les plus proches étaient jusqu'à Grand Bassin. Je me rappelle de cette famille avec beaucoup d'enfants. J'aimerais bien savoir ce qu'ils deviennent. Les gens qui habitaient là, j'allais jouer avec eux. Mon père les fréquentait. Donc, sinon, on se retrouvait plus ou moins seul. On n'était pas plus ou moins, on était seul sur le lieu, quoi. Donc tu penses que ta maladie d'aujourd'hui est liée Bien sûr, à cette enfance que tu as? bien sûr. Surtout, si je peux rajouter, on est en contact avec beaucoup de personnes situées sous cette zone géographique et on a une famille ou tout un pan de famille qui a été disséminé par le cancer, où on a à peu près 3 générations du côté de Grand Bassin qui sont morts de multiples cancers étant en relation avec la bananeraie, la rivière et ce fameux molécule du chlordécone. C'est juste pour te dire que dans cette zone-là, nous avons beaucoup de témoignages de personnes touchées. Alors, la question que je te posais, c'était par rapport à ta maladie, comment vis-tu ton quotidien? C'est-à-dire que comment ça se passe pour toi régulièrement au niveau santé, au niveau mental? Quel est ton regard aujourd'hui sur la Martinique qui aujourd'hui compte 95% des personnes empoisonnées selon les résultats? Mais écoutez, ça m'attriste énormément. Donc il faut que je trouve énormément de force en moi-même pour surmonter tout cela, pour ne pas justement succomber encore plus à mon mal, parce que j'ai quand même oublié de vous dire que j'ai une suspicion de cancer de la thyroïde. On m'a diagnostiqué un cancer de la thyroïde ici. En France, ce cancer a été... on m'a dit que ce cancer n'était plus. On m'a dit que voilà, que ma thyroïde fonctionnait très bien, qu'il n'y en avait pas de trace. Il est vrai que j'ai traité à ma façon, j'ai fait des recherches et j'ai traité ça le plus longtemps possible. Donc peut-être que j'ai réussi à le mettre en sommeil ou je ne sais pas, mais on m'a diagnostiqué quand même un cancer. J'ai les documents là à l'appui. Et voilà. Et mon quotidien, c'est le sport. Donc je fais du vélo. Par semaine, je fais une 40aine de kilomètres. Et donc beaucoup d'exercices, beaucoup d'étirements. Et j'essaie d'aller le plus possible à la plage. Et voilà, donc j'ingurgite certaines choses qui permettent justement de nettoyer mon corps, de nettoyer mes reins, nettoyer mon foie pour pouvoir entretenir tout cela le mieux possible, mais c'est pas facile, quoi. C'est pas facile quand on a un cou qui est plus ou moins bloqué, quand on a des raideurs matinales, tout ça, c'est pas simple. Ouais. Sans vouloir rentrer un petit peu, bon, c'est vrai qu'il y a une certaine pudeur à parler de certaines choses. Quand tu racontes un peu la chronologie de tout ce que tu as subi, est-ce qu'à un moment ça a été très dur? Au moment où c'est vrai qu'il faut une certaine résilience, à un moment il faut remonter, mais est-ce qu'à un moment, quand tu étais vraiment au creux de la vague, quels ont été tes ressentis? Voyais-tu la lumière ou est-ce que tu sentais à un moment que rien n'allait plus, quoi? Ben, je ne vais rien vous cacher, j'avais déjà accouché ma corde. Hein. Et oui, que je trouvais pas de solution, je voyais pas de sortie à ça. J'avais du mal à sortir. Les gens ne me reconnaissaient pas. Parce qu'on vieillit énormément quand on ne dort plus. On vieillit énormément quand on n'a plus de vie. Donc je me cachais plus ou moins. Et heureusement que j'ai 2 garçons qui m'ont un petit peu... qui m'ont secoué. Et des gens que j'ai rencontrés par hasard. Aussi, une dame. Qui m'a épaulé, qui m'a dit... pars.
Elle m'a aussi dit de partir. Elle m'a dit, ouais, parents, ne reste pas comme ça. Essaye. Et je sais pas pourquoi j'ai voulu essayer comme ça. Et voilà où j'en suis. Donc je me remets petit à petit de ça. Et le moral est important, donc je travaille aussi. J'essaie de garder un esprit positif. Parce qu'il y a des choses à faire. Il faut, comme aujourd'hui, là, je parle de mon expérience et je sais que pas mal de gens souffrent comme moi de pathologies diverses liées à cet empoisonnement. Donc la colère aussi, c'est un sentiment qui, c'est vrai, qui est néfaste, on dira, mais aussi qui permet aussi de se relever aussi. Parce que quand on a un peu de colère en soi, même beaucoup, on n'a pas envie de lâcher l'affaire. On n'a pas envie de mourir bêtement dans le silence et de se cacher pour mourir comme le font les oiseaux, non. On a envie de dénoncer ça. Parce qu'il y a des petits, oui. Durant mes périodes on va dire, où j'allais dans les hôpitaux, où j'allais faire des examens, j'ai eu l'occasion d'aller en pédiatrie voir les gamins. Et c'est pas facile. C'est pas facile de voir des petits entubés, des petits qui ne verront jamais, qui grandiront pas, parce qu'ils ont déjà des leucémies, des lymphomes. Oui, ils ont 4 ans, ils ont 2 ans. Ils sont déjà malades. Et c'est pas le fait du hasard. C'est des gamins empoisonnés. Et quand je vois certains Antillais qui pensent encore à l'économie du pays, qui pensent encore à leur emploi, je leur demande de réfléchir. Je leur demande de s'asseoir un instant et puis de se demander, mais est-ce normal que je pense au pognon, que je pense à ma petite place, que je pense à mon CDI, que je pense alors qu'il y a des centaines de gamins, que ce soit ici ou en métropole, puisqu'il y en a beaucoup qu'on envoie là-bas. Ils n'en parlent pas. Mais beaucoup de gamins sont hospitalisés là-bas pour cet empoisonnement. Oui, des enfants qui n'ont jamais l'occasion de jouer, de pousser un ballon de leurs pieds. Des petites qui n'ont jamais une vie, qui n'ont jamais de gamin. C'est nos enfants. Donc avant de critiquer cette action, avant de critiquer ce qui se passe, je leur demanderai de s'asseoir un instant et puis de réfléchir humblement. Oui, parce que l'argent, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien que sur une terre empoisonnée. Quand l'avenir même du pays est empoisonné, ça sert à quoi ? Quand on sait que ces gens-là ne profiteront jamais certainement de leur retraite. Et oui, parce qu'il faut savoir que ce qui nous arrive là, 800 000 empoisonnés, Guadeloupe, Martinique, c'est un cadeau pour la caisse des retraites. Et oui, il faut aller jusque-là aussi, il faut comprendre tout cela. Il faut comprendre que c'est un gouvernement qui ne nous a jamais respectés. Nous sommes gouvernés par des gens qui ne nous ont jamais respectés. Parce que quand on sait qu'on leur a refusé 3 fois l'utilisation de ce produit, qu'ils ont réussi à magouiller pour pouvoir le faire déclasser et l'utiliser, ça prouve bien que c'est un empoisonnement, que c'est un génocide, c'est un crime, c'est un vrai crime et qu'il n'y a aucun accident là. Donc ceux qui pensent à leur boulot, ceux qui pensent à leur petit confort et tout ça, arrêtez un instant, arrêtez, parce que ça c'est pas bien du tout. Oui. Et quel est ton regard sur les personnes qui appellent au boycott ? Mais les personnes qui appellent au boycott, je pense qui n'ont que ça comme arme. Si on était riche, si on avait, on ferait appel certainement à des avocats internationaux, on ferait appel à des gens hyper calés pour pouvoir soulever tout ce merdier, mais non, on n'a que ça comme arme, oui. Descendre dans la rue et puis bloquer ces endroits qui appartiennent justement à tous ces gens complices de ce crime. Et oui, parce que quand on dit que M. Ayotte, c'est son frère, patati patata, c'est faux, tout ça, tous ces gens-là sont complices. Tous ces gens-là sont au courant de cela. Oui, quand on apprend que M. Ayotte n'a pas de compteur d'eau, c'est une chose avérée. On comprend bien qu'il n'est pas au-dessus de la loi par rapport au compteur d'eau. C'est que certainement, ce monsieur n'est pas sur le même réseau que nous. Ce monsieur n'est pas sur le même réseau. Et oui, quand je demande qu'il nous cite un seul enfant ou un seul adulte béqué qui est mort ces 10 dernières années de cancer et tout ça, moi j'aimerais bien voir une liste. J'aimerais bien qu'ils nous ouvrent leurs portes là, au Capest pour qu'on aille voir un petit peu ce qui se passe, comment ils vivent. Qu'on aille voir ce qui coule de leur robinet, qu'on analyse leur eau, et oui, qu'on ouvre leur frigo, voir ce qu'ils mangent. J'aimerais bien voir tout ça. Est-ce que les résultats
les annonces du préfet, ainsi que la commission d'enquête t'a apporté une réponse ou alors, enfin, qu'est-ce que tu penses des résultats qui nous sont menés pour rassurer en quelque part la population? Pour nous dire quoi? Que l'État uniquement est responsable? Par exemple, moi je dis que c'est de l'enfumage. C'est de l'enfumage. Et oui, il y a des gens à dénoncer. Il y a des gens qui ont sciemment commercialisé ce produit. Les Américains qui ne sont pas soucieux du bien-être de leur population ont compris que ce produit est d'une dangerosité mais incomparable. Ils ont arrêté de s'en servir depuis les années, je ne sais plus, 70. Mais comment ça se fait que ce produit, jusqu'aux années 90, soit encore sur le marché? Chez nous en plus. Comment ça se fait que ce produit soit encore retrouvé sur des terres où, en majorité, il y a des Noirs, en fait? Est-ce que tu fais confiance à l'ARS? Pas du tout. Pas du tout, parce qu'on sait que tous ces gens sont sous l'emprise de ceux qui, effectivement, sont sur nos terres depuis, voilà quoi, des siècles. Ceux qui nous ont esclavagisés, ceux qui ont fait leur richesse sur le sang, sur la souffrance de nos ancêtres. Et oui, pendant 400 ans, à quel moment un Noir a eu le temps de s'enrichir? Pendant que eux, ils s'enrichissaient déjà, pendant que eux, ils mettaient déjà des sous de côté, qu'ils avaient déjà des patrimoines et tout. À quel moment est-ce qu'un Noir a pu se mettre à l'abri? Pas du tout. Il n'y a que quelques décennies qu'on a commencé à se battre et tout ça, à s'en sortir, mais c'est peu, c'est trop peu. Alors, il y a eu 7 personnes qui ont été récemment condamnées, enfin qui ont été poursuivies, qui ont été arrêtées, qui ont été mises en garde à vue sous prétexte qu'ils ont eu des réactions agressives lors d'une manifestation au Robert. Que penses-tu de ça? Je peux donner mon avis puisque j'étais présent. J'étais présent. Quand je vois qu'ils ont pris M. Charlie, quand ils ont pris encore d'autres jeunes et que c'était pas les plus violents, que c'était un piège en fait, qu'ils ont sont tombés simplement dans un panneau, qu'on les a simplement quadrillés, on les a agressés et puis ils ont tout bêtement répondu à une agression. Et en plus, ils ont répondu mollement. Est-ce qu'ils pourraient montrer ces vidéos-là à la population réellement? Non, ils ont montré des jets de pierre. Est-ce qu'ils ont montré comment ça s'est passé au tout début? Non, ils n'ont rien montré. Moi, j'étais là. Et c'était un piège, c'est tout. Ces hommes-là n'auraient jamais dû être arrêtés, n'auraient jamais dû se retrouver en garde à vue. Et oui, et aujourd'hui, on leur interdit toute manifestation. Pourquoi? On voit bien que c'était simplement un piège. Mais il faudrait qu'ils sachent qu'il n'y a pas de meneur dans ça. On est tous conscients. On est tous, comment je veux dire, on est chacun meneur à sa façon. Donc, si le combat continuera, et non, ils s'en sont pris à ceux qui savaient peut-être plus conscientisés, on va dire plus aguerris à ce genre de choses, mais ça ne changera rien. On se battra encore, on ne lâchera rien, parce que c'est bien plus grave que réclamer la baisse des prix ou quoi que ce soit. C'est un crime dont nous souffrons jusqu'à aujourd'hui. Et nous mourrons à petit feu nous mourrons. Donc il faut demander aux gens, à ceux qui nous méprisent, parce que je suis sur place depuis le début, et je vois ces Martiniquais qui passent et qui nous insultent, qui sont enragés de ne pas pouvoir pousser leur caddie, de ne pas pouvoir rentrer dans ces centres commerciaux tels que Génipa, qui ne devraient même pas exister dans une mangrove. Parce que c'est normal qu'on réussisse à obtenir un permis de construire dans une mangrove, un endroit si protégé, un endroit, voilà quoi, c'est des endroits sacrés. Et oui, et vous, ça ne vous dérange pas, vous nous méprisez parce qu'on se bat pour vous, pour vos enfants. Donc je me demande, est-ce que ce produit même n'atteint pas les gens au niveau de leur sensibilité, au niveau de leurs sentiments, au niveau de leur intelligence même, de leur humanité? Parce que c'est grave quand même que ça ne soit pas compris de la majorité des gens. Normalement, nous devrions être 300 000 à se lever. Nous ne devrions pas être 30 ou 40. Et oui, nous devrions être bien plus. Et là, je constate que beaucoup de gens ont peur. Beaucoup de gens se tiennent en retrait, se tiennent dans l'ombre et tout ça. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont d'accord avec nous. Mais je leur demande de sortir de l'ombre aussi. De venir, de ne pas avoir peur. Peur de quoi? Puisque nous sommes déjà empoisonnés. Ce n'est pas un risque de l'être, on l'est déjà. Nous sommes empoisonnés.
C'est ça le problème. Donc pourquoi rester immobile? On ne doit plus rester immobile. Il faut qu'on s'aime. Il faut qu'on aime nos petits. Et oui, c'est eux notre avenir. C'est eux notre avenir. Quand je vois déjà ce changement qui se passe, parce que il y en a qui disent que c'est un mouvement racial, mais c'est complètement faux. C'est complètement faux. Il n'y a pas de racisme dans cela. Il y a un crime à dénoncer, il y a des auteurs à dénoncer. Et oui, ces auteurs-là, ils sont où? On n'en parle pas. On parle de l'État, mais c'est vague l'État, et l'État c'est nous. L'État c'est notre argent, c'est les impôts que vous payez. Donc comment est-ce que vous pouvez accepter que votre argent soit utilisé après pour dédommager en plus ceux qui ont créé cet empoisonnement, ceux qui ont mis en place ce produit? C'est pas normal. Donc il y a des criminels et il faut qu'ils soient jugés. C'est une chose claire et nette. Ces criminels-là doivent être jugés. On doit dire leur nom, leur prénom, et voilà. Et ils doivent être présentés devant un juge, devant un tribunal. Et oui, ça ne doit pas se passer comme d'habitude, en catimini ou quoi que ce soit. Non, ces gens-là doivent être jugés. Parce que c'est pas possible qu'ils continuent à s'enrichir et tout ça sur le dos de morts vivants que nous sommes. Ok. Est-ce que tu as une autre chose à... Non, je crois que je t'écoute avec attention. Et je suis très fier qu'il y ait des gens qui se dévoilent comme ça. Et c'est très bien, parce que la vérité doit être dite. La vérité, la souffrance doit servir à quelque chose. Et quand chacun de nous va clamer son cri de douleur, on saura, où que l'un soit, où que les autres soient, on saura qu'on n'est pas seul. Et que c'est ensemble nous qui sommes plus forts. Merci en pile. Merci en chai. Pas de problème.